FARDC, le M23, l'on signale de l'autre côté que plusieurs localités ont été récupérées par l'armée, entre autres Kiwuli, Gungu et Murambi. Et puis la nouvelle grille tarifaire de transport en commun sera difficile à respecter, en croire les conducteurs. Plusieurs aspects n'ont pas été pris en compte au préalable. Très heureuse de vous retrouver pour le compte de cette session d'information. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Les affrontements opposés depuis le matin de ce mercredi 8 janvier 2025, les FARDC au M23 sur la chaîne de montagne de Kaongolé surplombant la cité de Massissi Centre, mais une accalmie relative a été observée sur d'autres lignes de combat où l'armée loyaliste a déjà récupéré quelques localités. C'est donc le cas de Kiwuli près de Saké dans le groupement des Baoundé, ainsi que Gungu et Murambi. Regardez. C'est depuis 7 heures que les FARDC et les Ouazalendo ont attaqué les positions avancées d'éléments de la coalition terroriste M23 RDF sur la chaîne des montagnes des Kaongolé, surplombant Massissi Centre. Des détonations d'armes lourdes et légères provoquent une débandade dans la cité, nous dit cet habitant de Massissi. Depuis 7 heures, il y a affrontement sur la chaîne des montagnes de Kaongolé, la chaîne qui surplombe la cité de Massissi. En tout cas, ils sont plus que déterminés à les bouter de Massissi Centre et même d'autres agglomérations environnantes. Une accalmie relative est observée à Saké et ses environs où les forces régulières ont pu reconquérir la colline de Kiwuli. Et puis la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a condamné mardi 7 janvier 2025 la récente offensive menée par le mouvement rebelle du M23 pour la prise de la ville de Massissi Centre au Nord Kivu. Bintou Keïta a insisté à cet effet sur le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Regardez. Selon la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans l'est de la RDC. Le M23 qui, selon le groupe d'experts des Nations Unies, est soutenu par des forces extérieures d'un État voisin, a violé l'accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Au 4 janvier, le M23 a pris la ville de Massissi, centre administratif du territoire du même nom, lit-on dans un communiqué de la MONUSCO. Bintou Keïta a par ailleurs insisté sur l'importance du respect de l'intégrité territoriale de la RDC en réitérant l'engagement ferme de l'Organisation des Nations Unies à soutenir ce principe fondamental. Cette escalade de violence qui affecte cruellement les populations civiles constitue un tournant tragique en début d'année 2025 et doit cesser immédiatement. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces atrocités. Je déplore la reprise des offensives militaires au Nord Kivu et appelle toutes les parties à soutenir pleinement le processus de paix de Luanda en cours sous l'égide du président Joao Lourenço, a déclaré Bintou Keïta. Profitant de l'occasion, Bintou Keïta a réaffirmé l'engagement inébranlable de la MONUSCO à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC. Elle a également appelé toutes les parties prenantes à œuvrer de manière constructive en vue de mettre fin aux violences et parvenir à une solution pacifique. Et bien on va prendre cette note en bref. Les États-Unis condamnent les avancées du M23 dans l'est de la RDC. C'est ce qui ressort d'un communiqué daté du mardi 7 janvier. Le département d'État des États-Unis d'Amérique condamne les violations éhontées du cessez-le-feu par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le dit communiqué souligne que les avancées continuent de M23, notamment la prise de la cité de Massissi le week-end dernier, entrave les initiatives visant à parvenir à une paix négociée dans l'est de la RDC et nuisent aux civils dans la région et les déplacent. Tout à fait autre chose, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication rappelle au respect de l'éthique journalistique et met en garde contre l'apologie du terrorisme dans les traitements de reportages dans certains médias internationaux tels que la RFI, TV5 et France 24. Regardez.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC s'est indigné de constater que le reportage de certains médias internationaux tels que RFI, TV5, France 24 mettent régulièrement en avant-plan les prétendues avancées des groupes terroristes actifs sur les territoires congolais, tout en minimisant les opérations réussies des FARDC qui se battent au prix de lourds sacrifices pour défendre la souveraineté nationale. De plus, ils déplorent la diffusion répétée des fausses informations et octroie déséquilibré des tribunes médiatiques à ce groupe terroriste. Ce penchant semble contraire à l'éthique journalistique et tend à semer la panique et amplifier les sentiments d'insécurité parmi les paisibles populations. Pour les CESAC, il est inconcevable que de telles pratiques soient acceptées en RDC alors qu'elles sont rigoureusement interdites dans d'autres pays. En tant qu'organe de régulation du contenu médiatique, ils exigent de ce média, RFI, TV5, France 24, une couverture équilibrée, rigoureuse et respectueuse des principes fondamentaux des diversités d'opinion ou des vérifiabilités des sources, principes sacrés en journalisme. De ce fait, toute tentative de manipulation de l'opinion publique ou glorification directe ou indirecte du terrorisme exposera ce média à des sanctions exemplaires et sévères. Le CESAC rappelle la responsabilité qu'incombe à ce média dont le traitement de l'information est crucial pour garantir un climat médiatique constructif et responsable. Il n'est pas trop tard pour ce dernier de rectifier les tirs et de tenir compte de ses orcèvres. Et puis, les villes de Kinshasa, Kisangani, Bukavu et Mbujimayi seront dotées de nouvelles prisons. L'annonce a été faite par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba. C'était au cours du briefing co-animé par les ministres de la communication et de la justice en début de semaine. On en parle avec Patrick Issot. On va commencer. C'est une grande première en RDC d'avoir des nouvelles prisons. Cette information a été donnée par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. À côté de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, Constant Moutamba a donné toutes les informations quant à ce. J'informe d'ailleurs le peuple congolais du lancement de la construction, en tout cas dans les 2 semaines qui suivent, de la grande prison centrale de Kinshasa au niveau de Maluku. Ça prendra maximum 2 ans. Ce sera une première pour un chef de l'État congolais, depuis 60, de pouvoir offrir aux Congolais une prison qui n'a jamais été construite. Toutes les prisons que nous les avons héritées de l'époque coloniale. Et ça aura une capacité de plus de 20 000 détenus. Je vous informe également qu'à Kisangani, on lance la construction d'une nouvelle grande prison d'une capacité de plus ou moins 10 000 détenus. Nous réhabilitons au Siou, qui est toujours à la rive gauche de Kisangani. Nous construisons une nouvelle prison en Mbujimayi. Nous sommes en train de construire une nouvelle prison à Bukavu. À Goma, ça avait été fait, mais au niveau de Saké, c'est des prisons de haute sécurité, et je n'oublie pas la prison de Boulou à Likasi, sur laquelle nous travaillons déjà. L'objectif, a-t-il indiqué, est d'optimiser les conditions carcérales pour tous les pensionnaires des prisons congolaises. Déjà, la prison de Makala, comme plusieurs autres, est en pleine réhabilitation, a fait savoir Constant Moutamba. Et la peine de mort ne constitue pas la seule alternative dans la condamnation des Koulouna. Le gouvernement tient également à l'encadrement de ces bandits urbains qui aujourd'hui participent à la reconstruction du pays. C'est ce qu'a relevé le porte-parole du gouvernement au cours du briefing qu'il a tenu au début de semaine. Regardez. Ce n'est pas seulement la peine de mort qui est réservée à tous les bandits urbains arrêtés, jugés et condamnés selon la loi congolaise. Il y a également la dimension encadrement qui du reste fait ses preuves. C'est ce que le ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a relevé au cours de ce briefing. Sur cette question de Koulouna, souvenez-vous de ce que le président de la République a dit devant le Congrès. Il y a évidemment une responsabilité de l'État par rapport au devenir de nos jeunes. Je crois que cet après-midi devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines
c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État. Parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Kuluna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. D'ailleurs, l'exécution de la peine de mort pour les condamnés constitue tout un processus judiciaire. Entre le prononcé et l'exécution de cette sentence, il y a de mécanismes à observer qui peuvent, dans certains cas, aboutir à son annulation. Parce que l'État doit répondre. Actualité en province, la société civile du Sud Kivu exige des enquêtes sérieuses au sujet de l'exploitation illicite des minerais et autres graves violations de droits humains et droits environnementaux. Elle a exprimé à travers une marche pacifique organisée ce mercredi 8 janvier 2025 à Bukavu. Une plainte a même été déposée au parquet du Sud de Kivu quant à ce. Regardez. Les jeunes et les femmes sont les premières victimes de l'exploitation illicite des minerais dans notre province. Leur environnement est détruit et pollué. Ces derniers subissent la loi du plus fort devant le silence complice de leurs autorités. C'est l'un des messages clés qu'on pouvait lire à travers des banderoles brandies par la société civile du Sud Kivu lors de la marche pacifique. À travers la dite marche, la société civile du Sud Kivu voulait dire non à l'exploitation illicite des minerais dans leur province, appelant les autorités à cesser d'être complices des sociétés, dont la plupart à capitaux chinois, qui gaspillent les ressources naturelles dont le gain pouvait être orienté vers le développement des entités. Cette marche pacifique avait pour point de chute le gouvernorat de la province. Le gouverneur Jean-Jacques Peroussi étant empêché à déléguer son DIRCAB pour recevoir les manifestants. Ces derniers se sont par la suite rendus au palais de justice du Sud Kivu où une plainte dénonçant la fraude minière dans la province a été déposée. Et puis la nouvelle grille tarifaire de transport en commun rendue publique n'est pas bien accueillie par les conducteurs de taxis et taxibus. Ces derniers affirment qu'au regard de plusieurs aspects n'ayant pas été pris en compte avant la fixation de la nouvelle grille tarifaire, il est difficile que les prix fixés soient respectés. Ida Maloba Junior Rumba, reportage. Ces conducteurs de transport en commun déclarent noir sur blanc qu'il est impossible pour eux de respecter la nouvelle grille tarifaire mise en place par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ce qu'on a ticket à 500 francs. Donc là, c'est que Simbaté. Nous le disons clairement qu'il nous est impossible de respecter la nouvelle grille tarifaire en tenant compte de plusieurs réalités que nous rencontrons sur la route. Le taxi de rond-point Willeri à Lemba coûtera toujours 5 000 francs congolais. S'il s'agit de nous battre, nous allons nous battre, mais le prix restera intact. Certains conducteurs estiment qu'il serait préférable de convoquer leur délégation pour une étude de faisabilité avant d'en arriver à cette fixation. Par rapport à la grille tarifaire, par rapport au peuple ou bien contre Batmokoboy, chauffeur paye à un peuple, chauffeur paye à un libota. La nouvelle grille tarifaire n'a pas tenu compte d'une catégorie de la population, les conducteurs que nous sommes. Nous avons également des exigences à remplir dans nos foyers. Toujours est-il qu'il fallait nous convoquer préalablement, nous du domaine du transport, pour qu'on étudie ensemble les paramètres avant d'aboutir à la fixation de la nouvelle grille tarifaire. Lieu d'attente non. D'autres évoquent l'aspect des routes inexistantes ou encore délabrées, occasionnant des embouteillages, ce qui rendra la mise en applicabilité de la nouvelle grille tarifaire de transport difficile. De 6h, 6h20 6h30 dans le boulevard. Mais là, on a 7h.
Comme à boulevard, 10h30. Qu'on nous construise des routes ou qu'on réhabilite les routes complètement délabrées. L'état actuel de nos routes ne nous permet pas d'exercer notre travail comme il se doit. Les embouteillages sur divers tronçons nous font perdre tout le temps sur la route. Nous ne sommes donc pas d'accord avec la nouvelle grille tarifaire. L'État dans l'État, mais avant on va réfléchir. Il faut souligner que dans la nouvelle grille tarifaire de transport, certains tronçons que les conducteurs fixaient à 4 000 voire 5 000 francs congolais ont été revus à 2 000, 1 500 voire 1 000 francs congolais. La population continue tout de même à déplorer le manque de suivi des mesures prises par les autorités. Et en dehors de nos frontières, les tensions s'intensifient entre le Mali et l'Algérie, ce après que les gouvernements maliens aient porté des allégations d'ingérence en l'encontre d'Alger la semaine dernière. Suivez. Dans un communiqué, Bamako a accusé l'Algérie d'être complice des terroristes qui opèrent dans le Sahel. Des propos intervenus alors que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la lutte antiterroriste en Afrique comme priorité. Le Mali s'exprimait notamment en réaction au refus du ministre algérien des Affaires étrangères de qualifier de terroristes les mouvements séparatistes Touareg du nord du Mali, signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Cet accord, qui visait à résoudre politiquement le conflit dans le nord du Mali, à la coordination des mouvements de l'Azouad, mouvement séparatiste Touareg, au cœur des tensions entre les deux pays, cet accord est considéré comme caduc par les militaires au pouvoir au Mali qui s'en sont retirés il y a 1 an. Le pouvoir exécutif algérien n'a officiellement pas fait de commentaires, mais plusieurs parlementaires ont dénoncé les accusations qui, selon eux, violent toutes les normes diplomatiques. On va boucler ce journal avec cette page rétrospective. En 2024, la situation sécuritaire en RDC était au cœur des préoccupations nationales et internationales entre le retrait progressif de la MONUSCO, les offensives de groupes armés et les initiatives diplomatiques visant à réduire les tensions dans la région de Grand Lac. 2024 était très mouvementé. À cela s'ajoute la montée du phénomène Kuluna et les atrocités des miliciens Mobondo. Retour sur les événements clés qui ont bougé l'actualité sécuritaire en 2024 avec Rachel Adasaliwala. Sur les plans sécuritaires, l'année 2024 a été marquée par le retrait de la MONUSCO du Sud Kivu. La mission des Nations Unies au Congo a finalisé son retrait, marquant ainsi une nouvelle phase de désengagement avec une concentration sur l'Ituri et le Nord Kivu. Ceci s'est fait par l'adoption d'une feuille de route provinciale pour assurer la stabilisation et le suivi après son départ du Sud Kivu. Toujours en 2024, il y a eu signature d'un cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation de l'Angola, un accord qui n'a pas été respecté sur le terrain, alors que c'était censé apaiser les tensions et réduire les activités du M23 dans le Nord Kivu. Le constat est que, juste après la signature, les rebelles du M23 ont lancé une offensive majeure, récupérant ainsi plusieurs localités stratégiques, notamment dans les territoires de Rutshuru, sous la bénédiction de son parrain Paul Kagame, qui a par ailleurs brillé par son absence quelques mois plus tard à la tripartite Angola, RDC, Rwanda. Le gouvernement congolais a eu la même année à adopter un plan de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, à travers les processus de Luanda. Ce mécanisme est mis en place pour surveiller le retrait des forces étrangères non autorisées s'est heurté à la résistance des RDF au sol congolais. Toujours dans l'est du pays, plus précisément dans les territoires de Lubero au nord Kivu, les FARDC ont repris l'initiative de stopper les avancées des ennemis vers les centres de Lubero et d'autres localités, lançant ensuite des contre-offensives focalisées par une coordination efficace des tirs directs. Au sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait face à quelques groupes armés à l'instar des Twiraneho, Makanika, qui se sont approchés de l'aérodrome de Minembwe avec l'intention d'en prendre le contrôle et de perturber les trafics aériens. En Ituri, durant l'année 2024, des attaques meurtrières des ADF ont causé des centaines de morts parmi les civils et des
déplaçant des milliers de personnes. Les FARDC ont renforcé les mesures de sécurité autour des territoires de Djougou, Irumu et Mahagi, épicentre des violences. Par ailleurs, dans le Haut-Katanga, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations contre les miliciens des Bakatakatanga dans des opérations appelées Usalama. Tout au long de l'an 2024, les tensions ont persisté dans la région occidentale avec la présence des miliciens Mobondo qui continuent de faire des ravages dans une grande partie de la région. Toutefois, l'opération Gemba des FARDC reste concentrée sur les triangles Grand Bandundu, Kinshasa, Congo central, visant à traquer ce milicien Mobondo qui se serait installé dans les territoires de Popo-Kabaka. L'année 2024 a connu également la montée en flèche du phénomène Kuluna dans plusieurs quartiers à Kinshasa, faisant beaucoup de victimes. Les autorités ont eu à lancer les opérations pour y mettre fin, à l'instar de l'opération Dobo, la traque au Kuluna dans la ville. Plus loin encore, des mesures drastiques ont été prises par les gouvernements, telles que la peine de mort contre tout bandit urbain qui sera appréhendé. À la fin de l'année 2024, il y a eu réorganisation à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à des changements dans le haut commandement des forces armées, notamment avec les remplacements du chef d'état-major général en réponse à la montée des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'en est fini pour ce soir. On va prendre les rappels de principaux titres. Affrontement ce mercredi entre les FARDC et le AM23. L'on signale de l'autre côté que plusieurs localités ont été récupérées par l'armée, entre autres Kivuli, Gungu et Murambi. Et puis la nouvelle grille tarifaire de transport en commun sera difficile à respecter, en croire les conducteurs. Plusieurs aspects n'ont pas été pris en compte au préalable. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir. Bonsoir.